durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'eau, la Syrie et la coopération internationale dans une émission exceptionnelle dont la première partie a été entièrement préparée et enregistrée par les élèves de seconde 4 du lycée Jean 23 de Montigny-lès-Metz en Moselle dans le cadre d'un projet porté par le GESCOD, réseau des acteurs grand-estiens de coopération et de solidarité internationale. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Dans le cadre d'un projet autour du développement durable, nous avons pris contact avec le comité d'aide humanitaire au peuple syrien, COMSIR en abrégé, pour la création d'une émission de radio. COMSIR est une association basée à Metz qui a pour objet d'apporter du soutien et de l'assistance au peuple syrien, et ainsi de sensibiliser aux souffrances endurées par ce peuple. COMSIR a été créé à la suite de l'initiative de la charte d'amitié signée le 28 juin 2013 entre la ville de Metz et la ville d'Alep. Au cours de cette émission, animée avec mes camarades de classe, nous allons faire intervenir plusieurs témoignages. On commence tout de suite avec toi, Adam. Cécile Auburtin, vous êtes professeure documentaliste au lycée Jean 23. Comment est né ce projet de web radio autour du développement durable ? Suite aux démarches d'un groupe d'enseignants qu'on a très vite appelé le Fil Vert, Jean 23 a été labellisé établissement en démarche de développement durable, E3D, en décembre 2017. Après cette labellisation, nous avons été contactés par le réseau régional de coopération internationale, le GESCOD, Grand Est, Solidarité et Coopération pour le développement, pour entrer dans leur dispositif. Il s'agit de mettre en relation une association locale qui œuvre à l'international avec une classe pour qu'ils réfléchissent ensemble à l'un des 17 objectifs de développement durable, ODD, établis par l'ONU. Le GESCOD nous a proposé de travailler avec l'association messine COMSIR autour de l'objectif de développement durable, numéro 17, et donc de montrer en quoi les partenariats sont indispensables à la réalisation des objectifs que s'est fixé l'association. Et comme l'un des objectifs majeurs de COMSIR est d'aider la population syrienne à se procurer de l'eau, nous avons décidé avec Madame Kambianika, présidente de COMSIR, de faire réfléchir une de nos classes de lycée autour de ces notions de partenariat avec l'ODD 17 et de la gestion durable de l'eau pour tous avec l'ODD numéro 6. Et pourquoi avoir choisi une classe de seconde et pas une classe de collège ? La classe de seconde nous semblait être le meilleur choix, tant du point de vue du programme que de la maturité des élèves. Et puis la classe de seconde 4 regroupait des professeurs partants pour ce projet. Pourquoi avoir choisi le format d'une web radio ? Le format de la web radio s'est très vite imposé à nous, car nous avons du matériel. Et en tant que professeur documentaliste, il me paraissait important de travailler sur les médias. Les élèves méconnaissent, et c'est tout à fait normal, le métier de journaliste, ses exigences, sa forme. Il me paraissait donc être une réelle opportunité de leur faire toucher du doigt ce qu'est une information, comment on la construit, comment on la présente. Nous avons d'ailleurs pu faire intervenir à 3 reprises un journaliste, Eric Mutschler, qui présente une émission dédiée au développement durable, diffusée sur 17 radios associatives en Lorraine et ailleurs. En plus de faire découvrir le métier de journaliste, quel a été l'objectif de l'établissement dans ce projet ? Faire comprendre aux élèves les enjeux du développement durable pour qu'ils agissent en citoyens responsables. Leur faire comprendre que les relations qui existent entre les questions environnementales, économiques, sociales et culturelles, et tout cela pour les amener à faire des choix informés et responsables et leur faire toucher du doigt l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale. Merci Cécile Auburtin, merci Adam. Voilà donc pour le cadre général. Gabriel, quelle est la situation actuelle en Syrie ? Depuis le 5 mars 2011, la Syrie est en guerre. Une guerre qui oppose l'armée du chef de l'État, Bachar al-Assad, aux rebelles. Depuis cette date, les Syriens situés dans les zones de conflit sont contraints de quitter leur lieu d'habitation. Dans certains cas, ils vont devoir se réfugier dans des camps répartis sur Alep. Ils seront confrontés à des conditions inappropriées pour survivre à la guerre. La moitié de la population syrienne, qui s'élevait en 2011 à 22 millions d'habitants, a dû faire devant les exactions du régime et des djihadistes, se réfugiant soit à l'étranger, soit à l'intérieur même du pays en fonction des zones de combat. Alep est une ville du nord-ouest de la Syrie, contrôlée par l'armée du chef de l'État Bachar al-Assad et de ses alliés, la Russie et l'Iran. Beaucoup de familles ont été contraintes de se réfugier à l'ouest d'Alep, dans une zone contrôlée par les rebelles, opposés au régime de Bachar al-Assad entre la frontière turque et la province d'Idlib au sud d'Alep. La moitié de la population y a doublé depuis 2 ans pour atteindre 3 millions en 2018. Les habitants d'Alep fuient leur ville pour tenter d'atteindre des villes comme Idlib, qui sont dans la zone d'action de COMSIR.
Mais avant de les atteindre, les populations se réfugient dans des zones comme Mansoura, qui est une petite commune à côté d'Alep. Comsir envoie de l'argent à une association en Syrie qui distribue l'eau sur une zone de 55 km² autour de Mansoura, où habitent environ 9000 familles. Cet argent est géré par le Local Council of Aleppo City, une association partenaire du Comsir. Il s'occupe d'acheter de l'eau sur place et de la répartir. Il existe 2 zones de réfugiés, une principale à l'ouest d'Alep et une autre, plus petite au nord. Dans la principale zone, il y a plus de 6000 habitants, tandis qu'au nord, il y en a 3000. Les habitants qui ne sont pas dans ces zones s'abritent dans des bâtiments détruits. Beaucoup de familles sont parties en Turquie, car la situation est plus stable. La Turquie est le pays frontalier de la Syrie qui accueille le plus de réfugiés. Sur 5 millions de réfugiés syriens, près de 3 millions sont en Turquie. Les camps de réfugiés qui accueillent 10% d'entre eux sont souvent surpeuplés, ce qui cause des problèmes d'approvisionnement, surtout en eau. Comme la Syrie ne possède plus les infrastructures nécessaires pour stocker l'eau, il est donc difficile de s'en procurer et de subvenir aux besoins de tous. Ceci est augmenté par une augmentation du prix de l'eau ou par des coupures d'eau. C'est pourquoi l'eau est principalement achetée en Turquie par Local Council, une association partenaire, grâce aux fonds récoltés par Comsir. Elle est ensuite livrée dans les différents villages et zones accueillant des réfugiés en Syrie ou en Turquie par de grands camions-citernes. En 2018, 4 d'eau potable ont été réalisés, dans 7 districts pour 4600 familles. Merci Gabriel pour cet état des lieux actuels en Syrie. Alexandre, tu as travaillé sur ce projet et tu es aujourd'hui avec Elliot pour nous parler du ressenti des élèves de notre classe de seconde. Donc toi Elliot, quelle a été ta réaction lorsque les professeurs t'ont présenté le sujet ? J'ai été très surpris par ce projet car il est très peu commun à notre échelle d'élèves. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'un tel projet pouvait être réalisé sans aucune formation. Et est-ce que tu as aimé travailler en groupe ? Oui, mais il a fallu s'adapter aux demandes des professeurs, apprendre à être efficace et organisé. Et le projet de la web radio t'a plu ? C'était un projet très intéressant car on a appris à être dans la peau d'un journaliste. Donc apprendre et comprendre comment se déroule leur travail avant et durant les émissions radio. Et tu t'es pas demandé si un projet de web radio à l'école allait être réalisable ? Pour être honnête, jusqu'à la fin du projet, on était très inquiets de ne pas réussir à finaliser ce projet à cause du temps. Donc on sentait qu'on commençait à en manquer et on devait terminer notre émission en beauté. Et est-ce que tu as maintenant une vision plus réaliste du vrai métier de journaliste ? Oui, nous avons tous réalisé que le métier de journaliste, c'est pas un métier banal, que l'émission de radio, c'est pas une tâche facile, car il faut savoir travailler chaque mot en amont et chaque phrase pour qu'elle soit le plus pertinent possible. Merci Elliot et Alexandre pour ce témoignage. Puisqu'il est question de la Syrie, Ludivine, Claire, Clément et Florian, vous avez interviewé une Syrienne, Lama Al-Moussa, réfugiée à Metz. On découvre votre reportage. Durablement vôtre. Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'hommes à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des 4 coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couverts de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo yo yo, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon
pas utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif. Je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Et si ta part te suffit pas, tu en prendras d'autres sans avoir à te battre. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour elle. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Lama, je suis mariée, je viens de Syrie. J'ai 2 enfants, Joël et Heidi, et nous sommes arrivés l'année dernière. Comment était-ce en Syrie? Il y a la guerre, la vie était donc très difficile pour tout, pour y vivre, pour manger, pour n'importe quoi. On ne pouvait pas rester plus longtemps. Comment vous êtes-vous senti en arrivant ici? Je me suis sentie en paix, j'étais très heureuse, mais à côté de ça, j'ai le mal du pays, comme tout le monde. Comment Kamsir vous aide? Oui, en fait, quand nous sommes arrivés, Kamsir a commencé à nous aider dès le premier jour. Mon mari a rencontré Kamsir, Madame Dominique. Elle m'aide et nous aide pour tout, pour chaque petite chose. Par exemple, elle m'a aidé à mettre ma fille à l'école. Elle m'a apporté des choses au camp. Parce que quand je suis arrivée ici, j'étais dans un camp à Adouma et ce n'était pas vraiment très bien ni agréable. Et quand j'étais enceinte, elle m'a aidée, elle m'a parlé d'un docteur qui travaillait à l'hôpital Merci. Et elle lui a dit que j'attendais un enfant et j'ai commencé à y aller tous les mois pour ma grossesse. Avez-vous tout ce dont vous avez besoin en France? Au début, c'était vraiment difficile parce que nous étions, comme je vous l'ai dit, dans un camp. Mais maintenant, avec Kamsir, elle nous a aidés à trouver notre appartement. Et maintenant, je suis vraiment heureuse et contente parce qu'elle m'a aidée à commencer une nouvelle vie ici. Qu'est-ce qui vous manque le plus en Syrie?
C'est ma maison, c'est mon pays. Et chacun regrette toujours son pays. J'ai plein de souvenirs là-bas, même si nous étions en guerre. Tout me manque. Ma maison, ma famille, ma ville, Aleppo, les rues, toutes les choses qui étaient là-bas. Est-ce difficile de vous adapter à ce nouveau pays? Est-ce que vous vous sentez inclus ici? Au début, oui, avec la langue, parce que c'était la première fois que j'écoutais, si vous voyez des personnes parler en français, parce que mon autre langue, c'est l'anglais. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux, parce que maintenant, j'apprends le français. Donc maintenant, je me sens plus à l'aise qu'avant. Comment la sensation COMCIR vous a-t-elle aidé à obtenir vos papiers? COMCIR m'a dit comment, de quelle manière procéder avec mes papiers, parce que vous savez, tout le monde ici sait que l'administration est vraiment compliquée en France, même pour les personnes françaises. Et elle, avec COMCIR, m'a expliqué les démarches avec la préfecture et avec la mairie, et j'y suis allée avec elle et elle m'a beaucoup aidée pour avoir mes papiers. Et maintenant, depuis 3 semaines, j'ai tous mes papiers, à l'exception de mon passeport. Êtes-vous directement arrivé à Metz ou était-ce votre choix d'arriver dans cette ville? En vérité, non. Je suis d'abord arrivée à Paris et je suis restée 1 mois et 10 jours. Et ils nous ont dit qu'on devait aller à Metz, à Douma, dans un foyer. Donc j'ai dû y aller là où ils me disaient. Quelles difficultés avez-vous rencontrées depuis votre départ en Syrie jusqu'à votre arrivée à Metz? Alors, quand je suis arrivée ici, c'est un autre pays, une nouvelle nourriture. Tout était nouveau pour moi, parce que c'est la première fois que j'ai voyagé sans affaires hors de mon pays. C'était très compliqué au début. En plus de ça, avec les papiers, c'est difficile pour avoir le récépissé et après la carte de séjour. C'était un peu dur et c'était difficile avec le foyer. C'est la première fois de ma vie que je vois ce système. J'avais l'habitude d'attendre jusqu'à ce que j'obtienne ce dont j'avais besoin. Bien sûr, COMCIR nous a aidés à trouver un appartement. J'ai maintenant ma propre vie ici. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Malgré les difficultés que cette Syrienne a rencontrées, elle a reçu de nombreuses aides à travers des partenariats divers. Camille, Flavie et Maxime, comment ça marche exactement? Eh bien, un partenariat, avant toute chose, c'est une association d'entreprises ou d'organismes qui se soutiennent et se complètent économiquement. Maxime, peux-tu préciser pour COMCIR? Oui, COMCIR a des partenaires qui l'aident financièrement, comme la région Grand Est ou matériellement. Par exemple, la ville de Metz qui met à disposition un jardin potager solidaire et collectif pour les familles syriennes, ou les parcs et jardins de Metz qui vont offrir un espace. Je tiens tout de même à préciser que COMCIR ne reçoit pas seulement de l'aide de la part de ses partenaires, qui soutiennent l'association financièrement, mais aussi de l'aide de la part d'acteurs qui, eux, agissent en faveur de COMCIR. Oui, Camille. Les acteurs sont des personnes jouant un rôle important dans les associations. Ils agissent. Il y a différents acteurs, les acteurs publics et privés. Cependant, en quoi est-ce intéressant de s'associer à des partenaires ou à des acteurs? Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, le principe reste le même. Atteindre un objectif commun dans un arrangement gagnant-gagnant. Et pour COMCIR, c'est la même chose. Effectivement, Camille, comme bien d'autres associations, COMCIR veut venir en aide aux Syriens en leur fournissant de l'aide financière et matérielle, ainsi que des approvisionnements en eau. COMCIR ne possède pas l'intégralité, les fonds nécessaires pour les aider. Voilà la raison pour laquelle il noue un partenariat avec différentes institutions et associations, comme le réseau de solidarité des associations Messine, Resam, pour arriver au bout de leurs objectifs. Grâce à ces partenaires, COMCIR reçoit de l'argent, du matériel, ainsi que l'aide de bénévoles. Mais également, l'autre partie va aussi recevoir des bénéfices. Par exemple, le logo de la région Grand Est figure sur tous les supports de communication de COMCIR pour valoriser ce soutien. Et Flavie, en ce qui concerne les acteurs? COMCIR transfère l'argent à Space of Hope, une ONG, organisation non gouvernementale. Celle-ci payera les factures pour le conseil local d'Alep qui va acheter l'eau pour les réfugiés syriens. Les fonds proviennent des actions de COMCIR et des institutions qui lui ont accordé des aides financières. Par exemple, la région Grand Est aide par des subventions. Pour cela, COMCIR doit monter des dossiers de demande.
Il y a aussi les institutions culturelles de Metz qui accueillent gratuitement les partenaires humanitaires locaux menant un projet. Merci Camille, Flavie et Maxime pour ces précisions. Héloïse va maintenant interviewer Lou, une élève de notre classe qui a participé au projet. Alors Lou, étais-tu consciente des problèmes d'eau en Syrie avant ce projet ? Absolument pas. Ce n'est pas du tout une question que je me posais. Mais lorsque nous avons commencé à travailler, une grosse prise de conscience a eu lieu pour moi comme au sein de la classe. Nous avons réalisé que nous vivions dans un monde rempli d'inégalités et que nous bénéficions d'une chance exceptionnelle d'avoir de l'eau potable à volonté. Donc tu as spécifiquement travaillé sur les partenaires de Comsir en France. Peux-tu nous faire part de ce que tu as en appris ? Grâce à nos recherches, nous avons vu que la région Grand Est notamment participait au financement des actions en accordant des subventions. Et toutes les activités extérieures proposées par Comsir sont là pour intégrer les Syriens dans la ville avec des projets variés. Mais comment ces partenaires contribuent-ils à des actions effectuées directement en Syrie ? Ils le font grâce à de l'argent très principalement. Et comment ces partenaires contribuent-ils aux initiatives de Comsir ? Eh bien, la région Grand Est contribue à donner de l'argent pour les actions à hauteur de 20%. Les autres partenaires sont des donateurs privés et surtout des bénévoles qui accueillent les Syriens au sein de la ville de Metz et organisent des actions qui génèrent des revenus. Merci à toutes et à tous pour votre contribution. Durablement vôtre, Éric Mutschler. De petites gouttes d'eau coulent de tes yeux, glissent sur ta peau comme de diamants bleus, comme de diamants bleus. De petites gouttes d'eau à côté du Niagara, c'est pourtant bien peu pour qui ne comprend pas. Pour qui ne comprend pas. De petites gouttes d'eau tombent sur ma main et se cherchent sur ma peau l'endroit de leur écrin, l'endroit de leur écrin. De petites gouttes d'eau à côté trésor de roi, pourtant bien peu pour qui ne comprend pas, pour qui ne comprend pas. De petites gouttes d'eau coule sur mes doigts, glisse sur ma peau et dans ma bouche se noie, et dans ma bouche se noie. De petites gouttes d'eau entre deux lèvres assoiffées, c'est pourtant bien peu pour qui ne comprend pas, pour qui ne comprend pas. De petites gouttes d'eau coulent de tes yeux, glissent sur ta peau comme de diamants bleus, comme de diamants bleus, comme de diamants bleus. Ce que vous venez d'entendre, c'est donc la première partie de cette émission, cette fois-ci exceptionnellement entièrement préparée par les élèves d'une classe de seconde au lycée Jean 23 de Montigny-lès-Metz, c'est en Moselle bien sûr. On va cette fois-ci reprendre la main et bien voir un peu comment ça a été vécu cette fois-ci du côté des enseignants. On commence avec vous, Cécile Auburtin. Je rappelle que vous êtes professeur documentaliste. Comment avez-vous d'abord vécu l'aventure vous-même en tant qu'enseignante et puis votre ressenti, votre jugement sur le travail des élèves? Alors c'est une très très lourde aventure que nous avons vécue, qui a duré assez longtemps puisqu'on a démarré en juin de l'année scolaire précédente.
Et il a fallu monter des dossiers, se mettre d'accord avec les différents partenaires, trouver la classe. Et Tout ensuite, ça pour faire 20 minutes d'émission. Exactement. Et puis essayer de sensibiliser les élèves et de les faire travailler de manière collaborative, ce dont ils n'ont pas du tout l'habitude de faire pendant l'année scolaire. En même temps, ils sont en seconde. C'est un peu normal, non? Voilà. Mais c'est un travail effectivement qu'il faut commencer à un moment donné et on s'imagine toujours que dans les classes précédentes, ils ont déjà effectué ce travail, ce qui n'est pas le cas. Donc on a essayé de commencer petit à petit en leur faisant faire des infographies et puis après de les faire réfléchir au contenu de l'émission. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que pour faire une émission d'un bout à l'autre, il fallait en connaître les tenants et les aboutissants. Et là, ça c'est un peu compliqué parce qu'ils avaient chacun un regard sur le travail qu'ils avaient effectué, mais pas du tout sur l'ensemble de la question. Et ça les a vraiment beaucoup déstabilisés. Je pense que ça, c'était l'enjeu majeur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain paradoxe, Cécile Aubertin, dans la mesure où aujourd'hui on vit finalement dans un monde de médias et que nos concitoyens, et les enfants peut-être en particulier, les jeunes ne sont pas conscients de la manière dont une information se construit, se véhicule. On parle aujourd'hui beaucoup des fake news. Peut-être pas un hasard si ça a autant de succès. Finalement, on reçoit tout ce que nous envoient les médias sans trop se poser la question de savoir qui est d'abord, qui diffuse le message. Voilà, oui, la source, c'est quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler. À partir du moment où chacun publie, ils sont tous sur leurs réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, ils publient, ils pensent que tout est au même niveau. Donc pour eux, il n'y a plus du tout de hiérarchisation de l'info. Et je pense que c'est ça un des buts pédagogiques qu'on doit poursuivre tous. C'est aller dans ce sens-là. Nicole Racco, vous êtes professeur d'histoire-géographie, mais pas seulement, ici, dans cet établissement d'enseignement Jean 23 à Montilly-lès. Oui, effectivement. Donc, je suis également engagée dans le fil vert concernant le recyclage, le traitement des déchets et surtout l'engagement associatif au sein de l'établissement. Qu'est-ce qui, vous, en tant qu'enseignante, vous a le plus marqué, le plus surpris dans ce travail réalisé par les élèves de seconde ? Alors c'est surtout la difficulté qu'ils avaient à faire des recherches et surtout la confrontation des sources parce qu'ils se contentaient en fait de la première information qu'ils avaient sur Internet et n'allaient pas en fait les diversifier ces sources et ça a un peu faussé, on va dire, le fond des recherches et on a dû revenir plusieurs fois dans certains groupes pour vérifier. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu le mal de notre propre société, Nicole Racco, dans la mesure où, encore une fois, on reçoit l'information et on prend tout pour argent comptant sans se poser la question et ce fameux sens critique que l'école est censée développer. Tout à fait. Alors le développement de l'esprit critique, justement, l'enseignement moral et civique est là pour faire en sorte de donner à ces élèves des outils pour qu'ils, justement, à les éveiller à cela. Mais certains sont vite sensibilisés et d'autres, par contre, avalent, prennent en pleine figure, comme ça, les informations et ne les analysent pas du tout. Et oui, l'enseignement, l'EMC est là pour cela, mais également les autres, l'enseignement moral et civique, et également d'autres matières comme le français. Mes collègues de français travaillent dessus, en histoire-géographie également, et ma collègue professeure documentaliste aussi. Je vous trouve très dur avec vos élèves. Est-ce qu'il n'y a pas des choses positives quand même sur ce qu'ils ont pu découvrir pendant cet exercice radiophonique ? Alors, très dur, oui, dans la mesure des recherches, mais bien sûr qu'il y a également des choses positives et beaucoup de choses positives, puisque le résultat, on l'a vu, est très positif. Donc, dans la mesure où ils ont été au contact de réfugiés, où ils ont pris des initiatives, et la prise d'initiative, elle est importante chez les élèves, nous l'avons vu avec ma collègue, ça a été vraiment une belle expérience pour eux, qu'ils se souviendront, et d'ailleurs certains me le disent encore maintenant, et je pense que oui, on peut retenir que ce projet a permis aux élèves d'acquérir donc de nouvelles compétences qu'ils n'avaient pas auparavant en troisième. Christophe Rocagnien, vous êtes quant à vous responsable informatique, membre de l'équipe de direction. Jean 23, c'est un lycée 4.0, ça veut dire quoi ? Alors un lycée 4.0, c'est un lycée qui a été choisi par la région Grand Est pour développer des pratiques autour du numérique. Alors d'abord avec un axe plutôt matériel. L'établissement est fibré, est doté de Wi-Fi, est doté de matériel. On s'en rend tout de suite compte, parce qu'il y a quand même des écrans plats partout. Tous les élèves de seconde travaillent avec un portable. On est vraiment dans l'éducation high-tech, là. Alors,
On essaie, parce qu'il y a toujours des petits couacs au lancer, on va dire ça. Les enseignants ont besoin de se faire à ces nouvelles pratiques, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc on essaie de les accompagner. On les accompagne comment ? Par de la formation. Il y a des formations en interne, il y a des formations académiques. Suivant les disciplines, ça marche plus ou moins bien. Mais l'idée, effectivement, c'est que les pratiques pédagogiques se changent et que les élèves travaillent de plus en plus de façon collaborative. Est-ce que ça change tout d'avoir un lycée fibré, d'être sur des ordinateurs? Est-ce que ça résout tout finalement? Non. Le numérique, c'est un outil comme un autre. On l'utilise bien ou pas. C'est aux élèves et aux enseignants de s'en emparer. On se rend compte que suivant la motivation de chacun, ça peut très très bien marcher. Parfois, ça peut faire un flop. Surtout, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des projets, des enseignants qui ont envie de travailler ensemble. Le projet GESCODE est un projet qui a marché, justement, parce qu'il y avait de la motivation derrière, des professeurs et des élèves qui avaient envie de travailler avec des assos qui ont su se montrer coopératives et proposer un partenariat vraiment efficace. Et Dominique Kambianica, présidente du COMCIR, l'aventure a finalement un peu commencé avec vous et moi. Vous sur la partie, bien sûr, aide au peuple syrien. On vous avait déjà rencontré d'ailleurs pour Durablement Vôtre. Votre ressenti à vous, parce que au-delà de cet exercice pédagogique, on l'a entendu à travers les témoignages des enseignants, bien sûr, à apporter des choses aux élèves, en tout cas on le souhaite. N'oublions pas que derrière tout ça, il y a des femmes et des hommes, en l'occurrence des Syriennes et des Syriens. Votre regard à vous sur cette expérience? C'est une expérience qui est intéressante à deux titres. D'une part, concernant l'information, donc effectivement, ils sont peut-être abreuvés, mais dans lesquels ils ne se retrouvent pas. Donc là, le travail était extrêmement intéressant de cet ordre-là. Ils ont pu vraiment pointer les informations sur la Syrie qui leur échappent certainement au quotidien. Et en plus, cette information, elle s'est incarnée dans des personnes qu'ils ont rencontrées. Et je pense qu'à partir de là, c'est devenu vraiment quelque chose qu'ils pouvaient s'approprier. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, qu'est-ce que vous pourriez imaginer, Dominique Kambianica, pour peut-être modifier votre pratique de l'information et de la sensibilisation au regard de cette expérience-là, et si tenter qu'il y ait quelque chose à en tirer? Et nous sommes toujours preneurs d'aller parler devant des élèves, de les associer à nos actions. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a quand même une barrière qui est cette guerre, cette révolution. C'est très difficile de franchir le pas, de s'intéresser à ça pour un jeune de 14-15 ans. Mais nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et si on a fait venir aussi Rahman Ismaël qui est intervenu à l'établissement, c'était aussi dans cette optique. Les Syriens qui sont en exil en France et qui maîtrisent suffisamment le français pour s'exprimer sont très très preneurs de rencontrer des jeunes parce que ce sont les adultes de demain et ce qui se passe en Syrie, c'est leur histoire demain en fait. محتاجة أن أسمع صوت
وجميلها وفي أول فرصة سرق نفسي واخد نفسي أما أما بقابلك أنت خليني في حضنك محتاجة إن أسمع صوت قلبك مكتوب يحيي. Dominique Cambianica, vous êtes aujourd'hui présidente du COMCIR. Ça n'a pas toujours été le cas. Quel est votre parcours ? Alors mon parcours, il est assez compliqué en fait parce que moi j'ai fait le tour de France en suivant mon conjoint, ce qui m'a donné plein d'opportunités. Et une de ces opportunités, c'est lorsque je suis arrivée à Metz, enfin pas très longtemps après, démarrer ce travail avec COMCIR, enfin créer COMCIR, parce que moi je suis membre fondateur de COMCIR. Mais avant, je m'étais engagée pour l'Afrique. J'ai aussi des engagements de politique locale. Voilà. Donc je me suis toujours intéressée à la vie autour de moi, de mes concitoyens et de mes amis. Vous avez une activité professionnelle en lien avec ce poste aujourd'hui de bénévolat, bien sûr, ou pas ? Non, j'ai pas de lien. Actuellement, je suis en retraite. J'ai la chance d'avoir ma carrière derrière moi et de pouvoir faire ce que je veux maintenant. Mais j'ai été documentaliste toute ma vie dans des contextes très très différents, en entreprise, en associatif et en enseignement. J'ai été professeur documentaliste aussi. Donc je suis d'autant plus sensibilisée à ce qui s'est passé ici. Mais donc je pense que j'ai toujours été intéressée à l'information et à tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Finalement, cette expérience menée ici au lycée Jean 23, c'est un peu, vous êtes un peu dans votre élément là. Finalement, vous faites à la fois l'approche et de sourcing d'informations, comme on dit aujourd'hui, et puis ce travail sur, bien sûr, la dimension humaine. Votre regard, Dominique Cambianica, sur, bien sûr, la situation des réfugiés aujourd'hui en France et, de façon plus générale, leur traitement. C'est très compliqué de répondre à cette question-là parce que moi je parle de réfugiés politiques. Donc il ne faut pas faire de confusion avec tous les migrants qui passent en France, qui s'arrêtent, qui sont refoulés ou qui sont intégrés ici. Nous parlons uniquement des réfugiés politiques qui se placent sous la protection de la Convention de Genève pour demander asile parce que leur vie est menacée.
Donc c'est compliqué, l'administration est très lente, il faut beaucoup de démarches et si on n'est pas accompagné, c'est très très difficile. Mais on obtient le statut de réfugié politique ou au moins la protection subsidiaire, qui est un statut un petit peu moins protecteur, mais qui protège quand même le temps de la violence. Vous qui connaissez bien sûr très bien ce sujet, je suis toujours surpris, puisqu'on parle aussi là de l'information, je suis toujours très surpris que les médias parlent de la situation et le constat de la situation, mais évoquent finalement très peu les raisons, à la fois bien sûr des demandeurs d'asile, mais aussi des migrants en général. Votre regard sur cette question, Dominique Kandianika? Et c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est une personne lambda de suivre les informations, de comprendre ce qui se passe. Mais quand même, il faudrait être un peu plus éveillé, malheureusement. Il faudrait être plus sensible à l'ère du temps. Il y a un très très bon livre qui s'appelle Le fil de nos vies brisées, qui vient de paraître, qui a été écrit par Cécile Lénion, qui est une journaliste au Monde, qui a recueilli les témoignages d'exilés syriens qui sont installés en France. D'ailleurs, Cécile Lénion vient à Metz le 15 juin, à 11h le matin, on peut la rencontrer. Et en fait, c'est extraordinaire ce livre parce qu'on se rend compte quelle était la vie des Syriens avant mars 2011. Ce couvercle totalitaire, c'est la Syrie stalinienne en fait. Les gens n'ont aucune liberté. Ils vivent dans un climat de suspicion parce que la moitié de la population est contrainte d'espionner l'autre sous peine de représailles terribles. Donc on ne se rend absolument pas compte de ça. On a oublié ça. On a oublié que la Syrie est en état d'urgence depuis 1963, donc depuis que la famille Assad est au pouvoir. Quand on dit au pouvoir, en fait, c'est un racket total de la Syrie. Donc, il faut s'informer et il faut se rendre compte de ça pour se rendre compte qu'effectivement, il y a un jour où la cocotte minute a explosé. Les gens sont quand même descendus dans la rue pacifiquement et on les a assassinés et on les assassine depuis lors. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Claire Lafaille, Elliot Noël, quand on est comme vous, élève en seconde, en l'occurrence ici au lycée Jean 23 à Montilly-lès-Metz, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors pour moi, c'est plutôt coup de gueule. Eh bien, on va commencer par vous, Claire Lafaille, on vous écoute. Alors quand on nous a amené ce projet, on s'est demandé, mais pourquoi nous? Pourquoi notre classe, parmi toutes les autres classes, pourquoi est-ce que ce serait à nous de faire ça? En plus, c'est pas comme si on avait déjà d'autres projets, d'autres choses qui nous prenaient beaucoup de temps. Et quand on a commencé à travailler, on s'est retrouvés perdus. On était vraiment plongés dans un domaine qu'on ne connaissait pas et on avait vraiment tellement peu d'indications pour ce qu'on était censé faire. On n'a jamais fait ce genre de travail. Alors, Claire, quand tu parles, je te tutoie, quand tu parles de perdu, c'est par rapport au sujet ou c'est par rapport à l'exercice radio? Les deux. Ou les deux, mon capitaine. Les deux. Parce qu'on a, comme j'allais le dire, on n'a jamais travaillé comme des journalistes ou tout ça. Et comme CIR ou la Syrie, non plus, on n'a pas été sensibilisés à ce sujet. Et donc, on s'est retrouvés là, en groupe. Et ils nous ont dit, faut faire un projet... C'est qui? Ce sont vos enseignants? Oh oui, ce sont nos enseignants. Et ils nous ont dit que ça y est, vous devez faire quelque chose avec le développement durable, l'eau et la situation en Syrie. On n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Et ils nous ont dit, il faut que tout soit lié avec un fil vert. Pas avec un fil vert, au contraire, avec un fil. Bref. Et on s'est retrouvés comme ça. Il a fallu faire des groupes. Et c'était tout ce qu'on avait. C'était un peu difficile, ça nous demandait d'être autonome. Mais c'est plutôt bien ça. Finalement, quand je t'écoute, Claire, j'ai l'impression que tu pars d'un coup de gueule pour arriver à une espèce de coup de cœur, non? Je n'entends pas là le coup de gueule, je ne vois pas où il est le coup de gueule. Le coup de cœur, il pourrait être à la fin de la satisfaction d'avoir un travail bien fait. Mais l'expérience en soi, non. Alors ça veut dire quoi, Claire Lafaille? Ça veut dire que tu aurais aimé peut-être plus de préparation,
plus grande immersion. Comment est-ce que cet exercice que vous avez peut-être vécu de façon un peu violente, c'est ça peut-être que tu exprimes, aurait pu peut-être mieux se passer? Peut-être si, au lieu de nous lâcher comme ça et de ne pas savoir sur quoi on devait faire nos recherches ou autre, s'il nous avait peut-être juste un peu plus guidés. Alors, c'est pas radiophonique, mais je vais quand même le dire. Tu viens de te retourner pour voir si tes professeurs ne t'écoutent pas derrière la porte. On leur a demandé de sortir pour que vous ayez la parole libre. Voilà. Et aussi, un problème qu'on avait, ça commençait vraiment à tous nous embêter, c'est qu'on faisait des recherches, on faisait notre travail, et la séance d'après nous disait que non, c'était pas bien, et qu'on devait faire sur quelque chose de complètement différent, encore, et du coup, on se retrouvait encore plus perdu. Est-ce que c'est une critique, finalement, de l'ensemble du système éducatif en général, ou est-ce que c'est ça, tout simplement lié à cet exercice radiophonique en lien avec un travail sur la Syrie? Est-ce que c'est presque une critique de la manière dont on vous amène à apprendre aujourd'hui? Je vois que ta voisine hoche de la tête. Oui, eh bien, ça pourrait être le cas parce qu'ils nous demandent d'être de plus en plus autonomes, sauf que nous, au début, dans les classes avant, on nous a jamais appris à travailler comme ça. On rappelle que vous êtes en seconde. On est en seconde aussi. On est en seconde et on nous demande de faire un travail de journaliste. Bon. Et comme j'ai dit, on nous a jamais appris à travailler comme ça, à être complètement autonome. Bon. Alors, on a bien compris. Alors, du coup, eh bien, on va quand même terminer sur une note positive avec Elliot Noël pour un coup de cœur. Ben, malgré tous les côtés négatifs qu'a dit Claire, je pense que c'est une expérience à vivre d'être comme ça, lâché au milieu de rien, de dire faut qu'on arrive à ce résultat. Et que finalement, avec nos savoirs et même nos camarades, on voit qu'il y a quand même un lien qui a été fait parce qu'il fallait, toi tu fais ça, on va profiter de ce que tu as fait pour continuer sur la lancée. Et moi je pensais au début vraiment que j'allais faire un coup de gueule, mais en fait pas du tout. Je pensais qu'à la fin je me suis rendu compte que non, c'était que du positif. Même si c'était très compliqué, qu'il y avait beaucoup d'embrouilles, on a dû tout recommencer. Mais c'est une expérience à vivre, c'est quelque chose... Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même, Elliot Noël? Finalement, vous êtes, on l'a dit, vous êtes en seconde, c'est un âge où on réclame justement de l'autonomie, on demande à faire des choses, on demande à ce qu'on nous lâche un peu les baskets, et puis en même temps, quand c'est le cas, là on se sent un peu perdu, on se dit mais vous nous lâchez, tout ça, on n'est pas encadré. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal quand même? Si, mais une fois qu'on est dedans, ça va tout seul. Même si c'est pas quelque chose qui t'as fait un coup de gueule dessus, tu l'as fait, t'as réussi. Donc t'as réussi à passer à travers ça et ça t'a fait une expérience que les erreurs que t'aurais pu commettre, tu les feras plus. Ça, c'est Elliot Noël qui s'adresse à Claire Lafaille. Est-ce que ça vous a donné des idées, je sais pas, d'ouverture sur une vie professionnelle plus tard? Je reconnais aussi qu'on vous a totalement immergé de façon un peu brutale, y compris... Mais après tout, la découverte, c'est aussi ça. Est-ce que ça vous a donné des idées, je ne sais pas, sans aller jusqu'à imaginer que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous puisse un jour demain devenir journaliste? Ou est-ce que Claire Lafaille, ça t'a totalement vacciné du métier de journaliste? Me vacciner du métier de journaliste, non, absolument pas. Même si l'expérience n'a pas été la plus agréable, ça m'a quand même permis de découvrir tout un métier, tout un milieu. Et c'était quelque chose à vivre, de travailler de manière différente. Personnellement, déjà, même en seconde, des projets professionnels, tu sais déjà vers quoi tu vas? Tu es déjà suffisamment autonome aujourd'hui pour savoir vers quoi tu vas? Moi, j'aimerais bien me tourner vers quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le journalisme, plutôt vers la médecine. Voilà. Très bien, rendez-vous dans quelques années. Elliot Noël, pareil, même question, tu sais déjà où tu vas? Beaucoup aussi intéressé par la médecine, mais avec ce travail, j'avoue que le métier de journaliste c'est quand même très intéressant parce que je me dis, avec ce qu'on a fait, avec pas vraiment beaucoup de préparation, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire, mais avec une équipe derrière, une équipe technique, et vraiment qu'on est professionnel dedans. Voilà pour cette émission sur l'eau, la Syrie et la coopération internationale, dont la première partie a été entièrement préparée et enregistrée par les élèves de seconde 4 du lycée Jean 23 de Montigny-lès-Metz en Moselle.
avec au micro et par ordre alphabétique Gabriel Bigorre, Héloïse Drugman, Camille Français, Alexandre Klein, Adam Martigues, Lou Neglo, Kylian Nigo, Elliot Noël, Maxime Schaeffer et Flavie Schneider. L'interview de la réfugiée syrienne a été réalisée par Claire Lafaille, Ludivine Wickel, Clément Cotel et Florian Pérez. La seconde partie de l'émission avec Cécile Auburtin, professeure documentaliste, Nicole Racco, professeure d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, Christophe Rocanière, responsable informatique, et Dominique Cambianica, présidente de COMCIR. Pour en savoir plus sur le comité d'aide humanitaire au peuple syrien, rendez-vous sur comcir57.org et sur l'ensemble scolaire Jean 23 de Montigny-les-Metz, rendez-vous sur jean23.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Citoyens du Monde par le groupe HK et les Saltimbanques paru sur l'album éponyme sorti en 2011. Deux petites gouttes d'eau par Patrick Abrial sorti sur l'album Je nous aime paru en 1972. Et enfin 60 minutes de vie en français par la syrienne Asal Nashri paru sur l'album éponyme sorti en 2015. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.